en simultané sur Facebook et sur Instagram aussi. Donc, je fais un petit peu comme ça au mieux. Voilà, bon, je crois que c'est bon là. Je crois que ça a lancé le live. Et ouais, c'est ça. Live, ok. Laisse-moi voir comment ça s'affiche sur Facebook. Hop. Ah, super, super. C'est bon. On peut y aller. Ça s'affiche correctement sur Facebook. Alors, vous avez une petite partie avec des commentaires. Vous pouvez mettre tous vos commentaires. N'hésitez pas. Bon, l'image un petit peu n'est pas au top, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On nous voit, on nous entend. Est-ce qu'on t'entend, Suzy? Oui, moi je t'entends, oui. Super. Ah, c'est bon. 15h40, on y arrive. Alors, on va commencer. Hein. Il y a du monde. Sur Instagram, il y a 9 personnes. Sur Facebook, ils vont arriver tranquillement. Hein. C'est toujours un peu lent à arriver. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet qui est venu tout simplement de ma rencontre avec Suzy Zozio, puisqu'en fait, elle est comment dire, assez branchée flore intestinale, on va dire ça comme ça. En tout cas, je sais que tu fais beaucoup de choses. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Serenity Island. Donc, c'était juste avant le confinement. Hein, donc, franchement, on a eu beaucoup de chance. Juste avant le confinement, on a fait ça. Oui. Tu présentais des produits à base de manioc. Et aussi, sur une autre fois, je crois que c'était à Joie Tradition, tu présentais des produits, des probiotiques, donc pour la santé de la flore intestinale. Et donc, voilà comment l'idée de sujet est venue, tout simplement. Hein. Et moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que souvent, quand je travaille avec des clientes, il y a toujours des petits soucis de digestion qui sont là. Donc, qui dit digestion, dit santé du microbiote. Donc, il faut toujours travailler là-dessus. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui sont là, ceux qui sont en train d'arriver sur Facebook. Il y a Sabrina, il y a Eve, il y a Marie-Gisèle et Gégé. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Vanessa Meryl-Mamère, je suis biochimiste nutritionniste et j'ai eu envie donc de faire ce live aujourd'hui pour tout simplement pouvoir parler tranquillement, échanger avec vous. Donc voilà, avec Suzy Zozio, donc qui va se présenter tout de suite. Hein, Suzy, présente-toi. Eh bien, bonsoir à tous. Bien, pour certains, vous me connaissez, donc je suis également une biochimiste et je suis aussi docteur en sciences des aliments. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à la nutrition et depuis 2 ans au microbiote intestinal. Donc, d'où le sujet de ce soir. Super, voilà, super, super. Je répète pour ceux qui me voient sur Instagram, donc venez sur Facebook, ce sera beaucoup mieux, hein. Ça c'est sûr. Donc venez sur Facebook, sur la page vanessameryl-mamère.com et vous aurez la possibilité de revoir la vidéo par la suite parce que ça va rester donc sur les réseaux. Et donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire dès maintenant. En tout cas, on y répondra vers la fin de cette petite présentation. Voilà. Donc, on parle de microbiote de flore intestinale, mais qu'est-ce que c'est en fait, hein? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme, la flore intestinale. C'est comme un sorte d'écosystème interne qu'on a à l'intérieur de nous, qui est composé de milliards de bactéries et de levures qui en fait vont travailler pour nous, hein, vraiment travailler pour nous, puisqu'ils font des actions, ils ont des actions bénéfiques sur la digestion. C'est ce microbiote-là qui va digérer les fibres solubles et les fibres insolubles qui sont dans les aliments. Donc, quand vous mangez des légumes, il y a des fibres dedans et ce n'est pas vraiment nous qui les digérons, c'est notre microbiote. Donc, si on n'a pas un microbiote en bonne santé, eh bien, c'est là que viennent les soucis de digestion. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais dès que quand je mange des pois chiches ou des haricots ou des ceci, ben, je ne digère pas, j'ai mal au ventre, j'ai des ballonnements et toutes sortes d'inconforts qui viennent comme ça. Eh bien, ça vient de là. C'est parce que ces fibres-là, vous n'arrivez pas à les digérer, donc elles vont fermenter et fermenter beaucoup trop au niveau de l'intestin et causer toutes sortes de désagréments. Voilà. Et donc, ça, c'est un de leurs travail. Et puis, il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment par rapport au microbiote. Donc, on se rend compte que si on a un microbiote en bonne santé, et bien finalement, ce n'est pas que sur la digestion, mais c'est aussi des bienfaits sur les émotions, hein, le côté émotionnel. On en parlera un petit peu.
c'est tout nouveau, ça, franchement. Et puis, bien sûr aussi, la flore intestinale, c'est l'un des premiers remparts qu'on a un peu finalement par rapport aux microbes un peu ennemis. Donc, quand on va digérer, donc notre flore intestinale, elle va servir de barrière contre ces microbes et c'est à l'intérieur de votre intestin que siège une bonne partie de votre système immunitaire. Donc, tous les petits soldats, les globules blancs, tout ça, ils sont là, à ce niveau-là, pour déjà faire un premier nettoyage, on va dire. Donc, voilà, bonne flore égale bonne santé en général. Hein, donc, c'est quand même vraiment important. Et donc, il y a différents mots pour parler de la flore intestinale. Donc, on dit flore intestinale, on dit microbiote. C'est la même chose, ça veut dire la même chose. On dit aussi, moi j'aime bien dire écosystème interne, hein, parce que c'est comme s'il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu, qui interagissent les uns avec les autres. Je vous ai dit plein de bactéries, plein de levures, avec des noms différents. Donc ça aussi, on va en parler. Suzy va nous en parler tout à l'heure de ces différentes souches. On les appelle des souches qui peuvent interagir ensemble et causer des bienfaits qui sont vraiment ciblés quelquefois. Voilà. Donc, première question que je pourrais te poser, Suzy, c'est pour toi vraiment, quels sont les éléments qui sont importants, indispensables que tu dirais pour avoir une bonne santé de la flore intestinale? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. Mais avant d'y répondre, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il y a une chose à comprendre, c'est que quand on parle de microbiote intestinal ou de flore intestinale, donc on parle de micro-organismes. Donc on parle de bactéries, de levures, il y a aussi des virus. Donc tout ça constitue les micro-organismes. Donc pour faire simple, on va les appeler les bactéries. Mais imaginez-vous bien que vous en avez 100 000 milliards, ce qui est vraiment énorme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, nos propres cellules, en fait. Hein? Voilà. J'ai même du mal à me représenter, moi, 100 000 milliards de micro-organismes. Eh bien, c'est le nombre de micro-organismes qui colonisent notre intestin. Elles sont logées, en fait, au niveau du côlon. Voilà. Il y en a, en fait, tout le long du tube digestif. Hein, il faut bien comprendre ça. Hein. Donc, mais peu au niveau de l'intestin grêle, puisque c'est au niveau de l'intestin grêle qu'on va digérer, qu'on va assimiler, en fait, les nutriments. Hein. Donc, quand je parle d'assimilation de nutriments, c'est les glucoses, enfin, tout ce qui est glucose, tout ce qui est lipides. On t'entend pas très bien, Suzy, c'est en train de bugger malheureusement la connexion là. Hop, et là ça s'est complètement bloqué, mince alors. Hop. Bon, ben, on attend que Suzy revienne. Là, ça a bloqué. Elle va sûrement se reconnecter. Voilà, pour ceux qui sont sur Instagram, on est sur Facebook là, mais il y a des petits soucis de connexion. Donc, pour l'instant, Suzy est déconnectée. Enfin, elle est connectée, mais ça a bugué, pardon. Et ceux qui me voient là sur Instagram, ben, venez sur Facebook. Vous aurez les deux images. Voilà, venez poser vos questions sur le microbiote, sur les micro-organismes qui composent notre flore intestinale. Voilà, donc, hop. Suzy n'est plus là. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. La connexion, c'est toujours les petits soucis de connexion. Donc, elle est en train de nous dire qu'on a environ 100 000 milliards de micro-organismes dans notre flore intestinale. C'est-à-dire qu'il y a plus de bactéries et de tous ces micro-organismes que nos propres cellules, en fait. Donc, finalement, on est même plus microbes que humains, quoi. Non, mais c'est assez extraordinaire comme chiffre et c'est assez intéressant à savoir. Et en fait, sans finalement tous ces microbes, ces micro-organismes qui vivent avec nous, qui vivent en nous et qui travaillent pour nous, ben, on ne pourrait pas vivre, en fait, finalement. C'est vraiment quasi impossible de digérer correctement, de vivre correctement, d'avoir une bonne santé sans l'aide de ces petits micro-organismes qui sont là. Ah, elle revient. Elle revient, Suzy. Donc voilà, ça y est, je t'entends. Et ta webcam est redevenue en noir et blanc.
Oui, Et oui, voilà, ça y est, je suis connectée ça là? y est. D'accord. Tu es là, ça y est. Voilà. Donc, je disais qu'il faut les considérer comme nos petits compagnons. Moi, je les appelle mes petits compagnons. En réalité, même lorsque vous êtes seul, vous ne l'êtes jamais puisqu'ils sont toujours là avec vous. Ils vous accompagnent partout. Voilà. Donc, nous allons les appeler nos petits compagnons. Euh, J'aime voilà. bien. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous leur offrons le couvert et le gîte, donc gîte et couvert, et en retour, ils vont donc nous protéger des infections, permettre à notre corps de bien fonctionner. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on parle de symbiose, c'est-à-dire que on leur rend service et eux aussi, à leur tour, ils nous rendent service. Donc, c'est vraiment un équilibre, c'est une harmonie qu'il faut avoir. Donc, ça veut dire que si on ne les nourrit pas correctement, si on ne leur donne pas la nourriture dont ils ont besoin, hein, eh bien, ces micro-organismes vont mourir. Et s'ils meurent, on va alors tomber dans le déséquilibre de la flore intestinale. C'est aussi simple que ça. Hein. Et quand la flore intestinale est déséquilibrée, on va voir apparaître toutes sortes de maladies. Voilà. Donc, Donc, ce qu'il faut. c'est assez, ça va assez Oui. loin les conséquences d'un déséquilibre de la flore intestinale Oui. finalement. Oui, parce qu'en fait, elles ne vont pas seulement digérer les fibres, mais elles ont un rôle bien plus large au niveau du corps humain, puisque l'intestin est relié, il faut savoir que l'intestin est relié au foie, l'intestin est relié au cerveau. C'est vraiment une révolution hein, de la connaissance scientifique hein, du corps humain. Donc, si vous me suivez, si le foie va mal, les intestins iront mal aussi. Et si les intestins vont mal, le foie ira également mal, puisque c'est bidirectionnel. Tout est lié. Tout est lié. Alors, un exemple hein, pour comprendre ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir en fait une patiente qui mangeait trop de protéines. Et elle ne se rendait pas compte de l'effet, de l'impact négatif de l'excès de protéines. Puisque les bactéries, normalement, elles sont chargées d'éliminer l'ammoniac. Puisque lorsqu'on mange des protéines, il y a de l'azote qui se libère. Et cet azote-là va en fait se transformer en ammoniac. Bon, c'est un peu dit de manière simplicime, mais il faut savoir que l'excès de protéines entraîne un excès d'ammoniac. L'ammoniac, c'est une molécule qui est toxique. Alors, inévitablement, lorsque vous en mangez même très peu de protéines, ça va former de l'ammoniac. Cet ammoniac-là, il est toxique. Mais pas de panique, les bactéries intestinales sont là pour pouvoir éliminer l'ammoniac. Mais si vous en mangez trop, il y aura trop d'ammoniac au niveau de l'intestin. Et l'ammoniac même va tuer les bactéries, les bonnes bactéries. Et ce qui se passe avec l'ammoniac, c'est que le microbe intestinal, ne pouvant pas éliminer autant d'ammoniac, va donc utiliser la voie, c'est la veine porte qui relie le foie à l'intestin. Donc, notre flore intestinale va utiliser cette veine, cette porte, pour pouvoir renvoyer l'excès d'ammoniac au foie. Donc, il faut vraiment voir son état. S'il y a trop d'ammoniac que nos bactéries intestinales ne peuvent pas éliminer, eh bien, ils vont renvoyer cet excès d'ammoniac au foie. Et que va-t-il se passer dans le foie? Il y aura également une toxicité qui va provoquer une inflammation du foie. Tout à fait. Donc voilà, si le microbiote est déjà déséquilibré en plus, ben, forcément ce phénomène-là sera encore exacerbé. Donc à la base même, il faut qu'on puisse faire tout ce qu'on peut pour avoir un microbiote le mieux équilibré possible, n'est-ce pas? Tu m'entends? Ah, est-ce que tu m'entends? Donc voilà, donc la connexion, elle est un petit peu lente. Alors Suzy va revenir dès que sa connexion voudra bien qu'elle revienne. Donc j'en profite pour enchaîner sur oui, les je façons. t'entends Ah, ça y est, tu m'entends. Oui, ça bug. Mais je t'entends aussi. Super.
Donc, j'en profite pour enchaîner sur qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'alimentation pour améliorer, pour entretenir une bonne flore intestinale. Donc, finalement, on parle de probiotiques et on parle d'aliments qui sont probiotiques. Ouais. Donc, je vais commencer sur les aliments probiotiques. Suzy, si tu veux, tu déconnectes et tu reconnectes parce que là, je t'entends pas très bien Ça et ton image, ouais, ça coupe. Peut-être essaie de reconnecter, déconnecter comme tu as fait tout à l'heure. Ou alors, bon, on va voir. Bon, en tout cas, j'en profite pour vous parler des aliments probiotiques, qui finalement, ce sont des aliments qu'on consomme depuis des centaines, voire des milliers d'années, dans toutes les cultures sur la Terre, sous différentes formes. Donc, on connaît de par la culture européenne les produits laitiers probiotiques, hein, donc les produits laitiers fermentés, pardon, qui sont le yaourt, hein, le fameux yaourt que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Mais il y a aussi le kéfir de lait. Et puis, il y a aussi le lait fermenté, comme le lait Ribot. Dans les pays maghrébins, Maroc, tout ça, ils consomment beaucoup de lait fermenté aussi, qu'on trouve en grande surface. Donc, c'est vraiment des produits très communs. Donc, c'est la base, c'est les produits laitiers fermentés. Il y a aussi les fromages qui sont à pâte dure ou à pâte molle, etc. Donc, ça, la culture française, on connaît très, très, très bien ce genre de produits. Ah, Suzy, tu es revenue sur un autre canal. Alors, attends, je fais la petite manipulation et ça va marcher. Voilà. Donc, ensuite, à part ces produits lacto, oups là, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-nous, des petits soucis de streaming. Elle va revenir. Elle va revenir. Donc, à part ces produits, excusez-moi, à part ces produits lacto-fermentés, alors je lui envoie un petit message pour savoir ce qui se passe. Mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vous disais, à part ces produits lacto-fermentés qu'on connaît très bien, il y a aussi les légumes lacto-fermentés. Donc, quand on parle de légumes lacto-fermentés, c'est des légumes qui ont été soumis à un processus, la lactofermentation, c'est-à-dire qu'ils ont été soumis à des micro-organismes, des bactéries lactiques, donc qui vont consommer en fait finalement les sucres et les glucides qu'il y a dedans, et puis les transformer et produire du gaz carbonique, produire d'autres produits, les dégrader, les couper en plus petits morceaux. Et puis aussi, même produire des vitamines et des bonnes choses comme ça dans l'ensemble. Donc, quand on parle de légumes lactofermentés, le plus connu, c'est le chou lactofermenté, la choucroute, finalement, la choucroute, mais crue, hein, la version crue de ce fameux plat alsacien. Voilà, la base du plat alsacien, la choucroute, c'est le chou lactofermenté qu'on trouve en version crue vraiment assez facilement en grande surface et aussi en boutique diététique, en magasin bio. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vois qu'il y a quelques questions sur Facebook et on y répondra à la fin dès que Suzy sera revenue. Voilà. Bonjour Olivia. Donc, légumes lactofermentés. Choucroute, ok, il y a quoi d'autre? On peut faire lactofermenter toutes sortes de légumes. On peut utiliser des navets. Je l'ai fait avec des navets là, il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas pris le truc que je vous aurais montré. Ah, ça y est, Suzy. Donc, on peut utiliser des navets, on peut utiliser des carottes, des betteraves, du concombre. Concombre lactofermenté, c'est vraiment sympa, c'est très très bon. Finalement, le goût, c'est comme des cornichons. Hein, donc, vous avez un petit côté acidulé, vinaigré et ce petit boost de micro-organismes dans les légumes lactofermentés maison. Ça aussi, ça existe en magasin diététique. Mais c'est vraiment, vraiment meilleur quand on le fait à la maison, je dois l'avouer. Donc, j'étais en train de parler, Suzy, des légumes lactofermentés pendant que tu n'étais pas là. Voilà, voilà. Tu consommes, tu aimes bien les légumes lactofermentés? Oui, j'en consomme. Hein. C'est très facile à faire en plus. Oui, c'est vraiment facile à faire. C'est le moment d'en préparer. Voilà. On profite, on est à la maison, donc on fait des petits ateliers légumes lactofermentés. Il y a plein de tutos de vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, franchement, n'hésitez pas. Vous mettez dans un joli petit bocal en verre et vous allez voir.
Donc après, comment on les utilise? On les met en condiment dans une salade, on en prend une cuillère à soupe, des choses comme ça. Faites pas un plat de légumes lactofermentés. Ça s'utilise vraiment en petite quantité avec le petit côté vinaigré, là, vraiment sympa. Voilà. Donc j'ai parlé des produits laitiers lactofermentés, des légumes lactofermentés. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ajouter des probiotiques dans son alimentation? Ben, il y a les probiotiques en gélules, on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour en ajouter. Mais on peut faire des choses aussi pour nourrir les probiotiques qui sont déjà en nous et qui ont besoin de manger, hein, finalement, comme tu le disais tout à l'heure. Tu peux nous en dire plus à ce sujet, Suzy? Oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu quand j'ai parlé de l'excès de protéines. Donc déjà, pour préserver bien votre flore intestinale, il faut déjà éviter de manger certaines choses, hein. Par exemple, on l'a bien vu, l'excès de protéines va aller nuire et en plus de ça, va nuire à votre foie. Ça, c'est une certitude. Ensuite, l'excès de sucre également. Elles ne vont pas supporter un excès de sucre, hein, puisqu'elles vont avoir du mal, hein, avec ce sucre en excès. Elles vont avoir beaucoup de mal avec les graisses en excès également, hein. Donc, au final, le compte, on revient sur les bases, hein, de l'alimentation saine, hein, tout simplement. Effectivement, pour les nourrir, on va utiliser des fibres, hein, puisque ça, elles aiment beaucoup les fibres, hein. Donc, les fibres, on va les retrouver dans tous les fruits et légumes. On appelle ça les prébiotiques, n'est-ce pas? Oui, absolument. Quand on parle de nourriture de la flore intestinale, on parle de Voilà. prébiotiques. Voilà. Donc, notez bien, il y a les probiotiques qui sont les micro-organismes en eux-mêmes et il y a les prébiotiques qui vont nourrir ces micro-organismes. Donc, les Voilà. fibres dont tu parlais. Voilà, c'est ça. Donc, elles vont manger des fibres. Elles vont également manger des amidons. Alors, ce sont des amidons résistants. Alors, comme leur nom l'indique, ben, ils sont résistants. On va les retrouver principalement dans eh bien, les tubercules, donc tout ce qui est racines, tout ce qui est ben, patates douces, Les choses madère, locales, igname, c'est un mot. voilà, c'est ça. Alors, en fait, cet amidon résistant, euh, il faut considérer en fait l'amidon comme étant un collier de perles. Donc, chaque perle, vous représentez chaque perle comme étant une molécule de glucose. Donc, ça veut dire que l'amidon est un enchevêtrement de glucose. Jusque-là, tout va bien. Mais dans cette séquence de cette chaîne d'amidon, il y a un petit bout, plusieurs petits bouts même, qui sont résistants, c'est-à-dire qui ne vont pas être dégradés par eh bien, nos enzymes, qui ne vont pas donc libérer le sucre pour être digéré donc au niveau de l'intestin grêle. Voilà, c'est ce qui se passe. Parce que normalement, lorsque vous mangez de l'amidon est digéré, bien entendu. C'est-à-dire que nos enzymes vont couper chaque petite boule et vont libérer le glucose pour que ce glucose soit donc absorbé au travers de l'intestin grêle. Mais dans le cadre de l'amidon résistant, eh bien, il y a une partie de cet amidon qui est résistant en fait aux enzymes et qui ne va pas donc être digéré dans l'intestin grêle, mais qui va aller un peu plus bas au niveau du côlon. Voilà. Et les bactéries intestinales vont donc digérer cet amidon résistant. Donc, Voilà, donc cet amidon, de nourriture à notre microbiote finalement. voilà, c'est ça. Donc, manger des amidons résistants a deux intérêts. Le premier intérêt, bien sûr, c'est de nourrir notre flore intestinale puisqu'elles en raffolent. Le deuxième intérêt, si vous me suivez bien, c'est que si cet amidon résistant et s'il n'est pas attaquable par nos enzymes, il ne va pas libérer du sucre, qui ne va pas être absorbé, qui ne va pas élever votre glycémie. Donc, ça veut dire que vous allez mieux arriver à gérer votre poids si vous mangez, si votre corps absorbe moins de sucre. Donc, c'est tout l'intérêt de manger des amidons résistants qui se trouvent, et je le rappelle, principalement dans nos tubercules, tout ce qui est manioc, tout ce qui est patates douces, igname, voilà. Mais alors, on va pas. Les bananes vertes, n'est-ce pas? Comment? Excuse-moi, je t'ai coupé. Les bananes vertes aussi, n'est-ce Oui, pas? oui, on va retrouver dans les bananes vertes. On va retrouver, mais c'est vrai que on va retrouver beaucoup plus d'amidon résistants dans les tubercules, donc racines. Oui. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça, puisque si votre flore intestinale est bien nourrie, il y a une autre chose elle va faire, c'est qu'elle va produire des molécules santé.
Mais ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire, hein. Et ces molécules santé, ce sont des acides gras à chaîne moyenne, en fait. Ils sont tout petits, mais ils ont la capacité de traverser les membranes. Et ce qui fait que ces molécules santé vont rayonner dans tout votre corps et jusqu'à votre cerveau. Donc, ces molécules santé vont agir sur les inflammations, agir sur votre humeur également, puisque ça va aller aussi dans le niveau du cerveau, puisqu'elles sont tellement petites qu'elles traversent les membranes. Donc, si votre flore intestinale est bien nourrie, inévitablement, eh bien, elle va produire ces molécules santé. Et c'est ce qu'on recherche, en fait, hein, à en produire davantage pour que on puisse être protégé des inflammations, protégé de l'oxydation et protéger également notre cerveau et donc nos neurones, hein, le fonctionnement même de nos neurones. Voilà, Donc, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Ça va jusqu'à là. Donc, je récapitule, hein, ces bactéries de la flore intestinale, non seulement ils vont digérer tout ce qui est fibres solubles et insolubles, hein, donc les fibres qu'il y a dans les légumes et dans les céréales, dans les tubercules, dans toutes les choses du monde végétal, il y a ces fibres qui sont présentes. Donc les bactéries de la flore intestinale en raffolent, elles vont les digérer. Donc ça fait, si vous consommez des amidons résistants, ça fait une partie d'amidon qui va pas venir ajouter et vous faire prendre du poids. Donc, intérêt aussi pour contrôler son poids. Et tout le monde a envie d'avoir des petites astuces comme ça. Et d'un côté aussi, elles vont fabriquer en retour, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'elles travaillent pour nous, elles vont fabriquer des molécules intéressantes, de l'acide butyrique, etc., des acides gras à chaîne moyenne, comme tu l'as dit, à chaîne courte et moyenne, qui vont venir nourrir, aider au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment un travail c'est nos petits travailleurs de l'ombre, hein, comme tu as dit tout à l'heure, hein, nos petits, comment tu as dit ça? Petits compagnons. Les petits compagnons, voilà. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, comment on peut les aider? Ben, consommer évidemment une alimentation qui est bien équilibrée, avec des protéines, mais pas en excès, bien sûr, avec des fibres et surtout les fibres que les bactéries vont bien aimer, hein, donc les amidons résistants surtout. Et puis aussi par rapport aux amidons résistants, je voulais dire que quand on fait cuire tout ce qui est racines, tout ça, légumes pays, et qu'on laisse refroidir, ça marche aussi avec les pommes de terre, hein, qu'on cuit et qu'on laisse refroidir, c'est à ce moment-là que se développent les amidons résistants. Parce que ce qui va se passer, c'est que les chaînes d'amidon, comme tu as dit tout à l'heure, ce collier de plusieurs glucoses, plusieurs sucres qui sont attachés entre eux, ils vont se remodeler finalement au cours du refroidissement du légume et puis devenir des amidons résistants. Donc, c'est ce processus-là qui est intéressant. Donc, quand vous consommez vos légumes et racines pays, pourquoi pas faire, bien, par exemple, une salade de poyo ou une salade de fruits à pain, une salade de madère. Donc, vous faites cuire à la vapeur, vous laissez refroidir, vous coupez en petits morceaux et vous faites une vinaigrette, vous ajoutez ce que vous voulez dedans, pourquoi pas de la morue, du hareng, des légumes, toutes sortes de choses. C'est vraiment excellent. Donc, essayez une petite salade froide comme ça, de légumes et racines pays. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Mais il faut juste laisser refroidir, tout simplement. Donc, c'est vrai que l'astuce des salades, c'est très bien. Moi, je consomme beaucoup ainsi. Mais d'une manière générale, évitez de vous jeter sur le repas dès qu'il sort du feu. Puisque c'est comme ça que vous allez grossir inévitablement. Vous allez empêcher la formation d'amidons résistants. Donc, juste laisser refroidir, hein, tout simplement. Laissez refroidir, voilà, avant de consommer. Alors, je vous dis pas de manger froid, de manger la viande ou le poisson froid. Hein. Vous pouvez manger, réchauffer votre viande ou poisson, mais faire en sorte que les tubercules, les féculents soient refroidis avant d'être consommés. Et ça fait toute la différence. Hein. C'est vrai que, de toutes les manières, on a ce qui est le meilleur, en fait, ici. Et c'est très bien pour nous. Hein. Parce que, bon, on n'a pas trouvé tant d'amidons résistants dans la pomme de terre. Hein. Par contre, la pomme de terre a un index glycémique très, très élevé. Hein. C'est de l'ordre de 90. Hein. Voilà. Et en comparaison avec la patate douce, qui est entre 50 et 55, vous voyez, il y a pas photo. Donc, moi, je dis, privilégions ce qui pousse autour de chez nous, tout simplement. Hein.
Voilà, hein. Donc, inutile d'aller acheter des pommes de terre, sachant qu'on a des patates douces, sachant qu'on a des ignames, du fruit à pain. Enfin bon, on a trop de féculents en Guadeloupe pour aller acheter ce qui vient de l'extérieur. Alors, je Ouais. dis pas de temps en temps de pas donner des pâtes, de pas manger du riz, hein, puisque ça fait partie de, surtout le riz, hein, ça fait partie de nos traditions culinaires, hein. Voilà. Mais pensez bien que euh, il faut les laisser refroidir, d'une part, et toujours privilégier, en fait, ce qui pousse autour de chez nous. Voilà, moi, c'est ma règle, hein, privilégier ce qui pousse autour de chez moi. Donc, dans mon environnement proche, j'essaie toujours de manger ce qui pousse dans mon environnement proche. Mais Alors, oui, ça a beaucoup voilà, de sens. C'est être voilà, locavore, hein, tout simplement, hein. Et puis, en cette période de confinement, en plus, ça a encore plus de sens de privilégier les circuits courts. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place sur les réseaux. On peut contacter les producteurs, se faire livrer des paniers, des sacs. Et il y a toujours des légumes et des racines pays dans les paniers. Donc, voilà, c'est voilà. tellement logique qu'il faut encore y aller. Mais il faut quand même le répéter, hein, tu as bien raison. Il faut le dire et continuer à le redire. Donc, il y a autre chose que notre flore intestinale consomme et apprécie particulièrement. Donc, on a parlé des fibres, des amidons résistants, mais il y a également les phénols. Souvent, j'en parle des polyphénols. Ce sont des molécules protectrices, ce sont des molécules antioxydantes qu'on va retrouver dans les fruits et légumes. Donc, vous allez surtout retrouver ces polyphénols dans tout ce qui est coloré, vous voyez. Donc, lorsque vous buvez un jus de groseille pays, eh bien, vous donnez des polyphénols, vous offrez des polyphénols à votre flore intestinale, à votre microbiote intestinal. Donc, c'est primordial. Tout ce qui est orange aussi, rouge, orange, vert aussi, contient des polyphénols, donc précieux pour notre flore intestinale. Elles en ont également besoin. Autre chose qu'elles consomment, qu'elles aiment beaucoup, ce sont les bonnes graisses. Alors, c'est vrai qu'il y a bonne et mauvaise graisse, hein. Voilà. Les plus mauvaises, ce sont les acides gras trans qu'on va retrouver dans les pâtisseries. Voilà. Eh oui. Voilà, ça, vous pouvez retenir ça. Pâtisserie, biscuits industriels, viennoiseries, ce sont des acides gras trans mauvais. Ça fait des années, plus de 20 ans qu'on fait le lien entre ces acides gras trans et les maladies cardiovasculaires. Là, il n'y a même plus à chercher. Ensuite, il y a les acides gras saturés. Ils ne sont pas totalement mauvais parce qu'il faut en avoir, mais il faut maîtriser sa consommation. Voilà. Ensuite, il y a les acides gras insaturés qu'on va retrouver dans les huiles végétales, mais également dans les graisses de poisson. Ça, par contre, ce sont de très bonnes graisses, hein, et que notre flore intestinale aime particulièrement. Et pourquoi? Parce que ça va favoriser la croissance d'une bactérie en particulier. Elle s'appelle Akkermansia, donc Akkermansia. Vous pouvez regarder sur Internet, hein, donc c'est Akkermansia mucinifila. Alors, cette bactérie-là, on a observé que son déficit provoquait une prise de poids. Donc, lorsque vous manquez de cette bactérie, eh bien, vous prenez du poids, tout simplement. Je suis sûre que, voilà, vous prenez du poids. Et je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur une copine qui mange tout ce qu'elle veut et qui ne prend pas un poids, qui ne prend pas un gramme, pardon. Alors que vous, il vous suffit de faire un malheureux écart pour que le lendemain, hein, vous voyez apparaître sur la balance 1 kilo de plus. Et ça, moi, je l'ai vécu, ça, parce que c'était incroyable de voir des copines qui mangeaient mais tout ce qu'elles voulaient. Et moi, ça m'a toujours intriguée, jusqu'à ce que je comprenne que c'était dû à la flore intestinale qui était défaillante, qui était mal équilibrée, et qu'il fallait donc favoriser la croissance de cette bactérie. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à la mettre en gélule. Mais ça arrivera très bientôt parce que la recherche évolue, la recherche continue, on continue à travailler d'arrache-pied pour justement la mettre en gélule pour pouvoir éviter que nous puissions prendre du poids aussi facilement parce qu'on aurait mangé un bout de gâteau ou une glace, quoi. Donc, c'est extraordinaire, ça, dis donc. Ça veut dire qu'on pourrait prendre un petit peu, choisir certaines bactéries plutôt que d'autres et pouvoir avoir un effet sur l'amincissement, peut-être même les fringales pour le sucré, pardon. En tout cas, sur la propension à prendre du poids, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il faut que les chercheurs continuent et qu'ils nous trouvent
ces petites Oui, solutions-là. oui, oui. Oui, Mais c'est en cours, hein. C'est en cours. Je pense que d'accord. d'ici 2 ans, on va pouvoir la mettre en gélule et la proposer au grand public. Voilà. Mais d'ici là, Super. voilà, d'ici là, il est important de prendre soin hein, de celle qu'on a, tout simplement au travers de l'alimentation. Hein. Voilà. Voilà, Et la première chose qu'il faut faire, l'alimentation, hein, je le dis tout le temps, c'est voilà. l'alimentation, c'est votre premier outil pour votre santé. C'est vous qui maîtrisez ça. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de déséquilibre de la flore intestinale, on appelle ça aussi la dysbiose. Donc, déséquilibre du microbiote intestinal, c'est la dysbiose. Euh, Ça se manifeste de plusieurs façons. Donc, lorsque vous êtes en dysbiose, donc soit il vous manque en quantité des bactéries, parce que bon, votre mode de vie les a tuées, soit parce que vous avez un peu trop de bactéries pathogènes qui empêchent le développement et la croissance eh bien, des bonnes bactéries. Ça aussi. Et aussi, vous pouvez aussi avoir tout simplement eh bien, un manque de famille de bactéries parce que dans notre côlon, il faut compter entre, disons en moyenne, 500 espèces différentes. Voilà, nous avons environ 500 espèces différentes. Donc, si il y a des familles qui sont plus là, eh bien, ça crée aussi un déséquilibre de la flore intestinale. Donc, une flore intestinale équilibrée, c'est une flore intestinale qui présente le maximum de souches probiotiques, le maximum d'espèces de bactéries, mais aussi une certaine richesse, mais qu'elles sont présentes en quantité. Donc, pour définir le microbiote intestinal, il faudrait parler de diversité, parce qu'il faut qu'on ait une diversité des bactéries, et on pourrait parler aussi de richesse, parce qu'il faut qu'elles soient en quantité pour pouvoir voilà, faire leur travail, et surtout empêcher aux pathogènes de s'installer. Parce que Mais oui, s'il y a de la place, c'est ça, hein, de toute façon, hein, s'il y a de la place, eh bien, les pathogènes vont s'installer. Mais s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de site libre pour qu'elles puissent s'accrocher, je parle des bactéries pathogènes, eh bien, elles vont juste transiter et ne vont pas s'accrocher et se multiplier. Donc, c'est ça, un microbiote intestinal équilibré, c'est d'avoir, en fait, un équilibre des bactéries bénéfiques et pathogènes. Mais on en a toujours des bactéries pathogènes, hein, mais l'objectif, c'est d'en avoir beaucoup moins, qu'elles soient en quantité moindre que nos bactéries bénéfiques, hein, et surtout, qu'elle n'ait pas l'opportunité de s'accrocher à la paroi intestinale et de se multiplier. Donc, je il faut rebondis ça. sur, Oui, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as parlé de diversité et ça fait penser aussi à la diversité dans l'alimentation. Si on veut avoir un microbiote qui soit diversifié, il faut aussi qu'on mange diversifié. Donc, c'est oui, pour ça qu'il faut oui, éviter de manger tout le temps la même chose, de rester sur. Il y a des gens qui tournent sur 5, 6 aliments. Voilà, il faut diversifier votre alimentation pour pouvoir amener justement de la diversité dans votre microbiote, n'est-ce pas? oui, Et je oui, profite pour dire qu'il y a des questions qui sont écrites dans le petit chat. Donc, on va répondre aux questions d'ici 3-4 minutes. On va commencer à répondre aux questions. Et voilà, je vais te poser la prochaine question que je voulais te poser. C'est comment souvent certains médecins vont prescrire une cure de probiotiques après une maladie, si vous avez eu des antibiotiques qui ont été prescrits. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas systématique malheureusement, mais qui est vraiment intéressante à mon sens. Je voulais savoir ce que tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le fait de faire des cures de probiotiques en gélule. Qu'est-ce que c'est, comment faire, comment les choisir et qu'est-ce que tu nous proposes par rapport à ça? oui. Alors, moi, je pense que nous sommes tous en dysbiose, puisque nous avons un mode de vie qui est en total désolé, qui n'est pas en adéquation avec les critères qui sous-tendent notre santé. Et ça, c'est une certitude. Donc, moi, j'ai la certitude que nous sommes tous en dysbiose. Pourquoi? Parce que, regardez, on a tendance à manger trop de sucre, on a tendance à manger trop de produits raffinés. On mange On a mal. tendance, mais on ne se rend pas compte puisqu'on cumule en fait les mauvaises actions. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte.
puisque tout ce qui vient du supermarché est ultra transformé. Donc, tout ce qui est biscuits, céréales du petit déjeuner, les huiles raffinées, vous voyez, donc il y a beaucoup d'entorses hein, à la bonne alimentation, mais on s'en rend pas compte. On fait pas assez de sport ou on fait trop de sport, on mange pas les bonnes graisses, trop de mauvaises graisses. Enfin bon, vous voyez, ce qui se passe, c'est que tout est fait pour que nos bactéries soient déséquilibrées, pour que notre flore intestinale soit déséquilibrée. Donc, pour moi, à partir du moment où on s'en rend compte, il est important de prendre des probiotiques. C'est important pourquoi? Parce que vous allez booster, vous allez en rajouter, vous allez rajouter des espèces, vous allez en rajouter en quantité, donc en diversité et en richesse. Et ça, c'est le plus important. Oui. Donc, pourquoi? Donc, ces probiotiques-là, on ne va pas les prendre toute la vie. Hein. On va les prendre, on va faire une cure, disons, tous les 6 mois. Hein. Mais ensuite, reste à votre charge de vous alimenter correctement pour pouvoir justement bien pour les alimenter, elles, et justement qu'elles soient en bonne santé. Donc, ces probiotiques-là, ce sont des souches. Ce sont des souches de bactéries qui sont sélectionnées, qui se retrouvent déjà dans notre côlon, hein, qui font déjà partie de notre flore intestinale, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude à en prendre, hein, vraiment pas d'inquiétude. Cependant, moi, au vu de mes recherches, hein, je pense qu'il est important de prendre un probiotique qui contient au minimum 15 souches. Donc, la Parce diversité qu'il faut, dont tu parlais là. voilà, Diversifier. c'est ça, voilà. Parce qu'il ne faudrait pas favoriser la croissance ou la quantité d'une bactérie, d'une espèce par rapport à l'autre. Parce qu'il faut qu'elle soit équilibrée, en équilibre. Parce que si on commence à favoriser une espèce par rapport à une autre, eh bien là encore, on risque de tomber dans la dysbiose. Donc c'est pour ça que c'est un peu, il faut bien comprendre ça pour bien choisir son probiotique et choisir un probiotique qui contiendrait au minimum 15 souches. Sachant que vous allez boire tout ce qui est kéfir, vous allez manger des légumes lactofermentés qui contiennent encore d'autres bactéries que nous, scientifiques, nous n'avons pas encore pu isoler et mettre en gélule. Donc, ça va être une continuité. Mais vous allez quand même impulser cette restauration avec les gélules, parce que ces gélules, si elles sont gastro-résistantes, c'est-à-dire que si elles résistent à l'acidité de l'estomac, elles vont arriver au niveau du côlon. Et ça, c'est primordial de choisir un probiotique avec une gélule gastro-résistante. Parce que sinon, si la gélule, elle est juste végétale, une enveloppe végétale, elle va arriver dans un estomac qui est acide, pH 1, forcément, elles vont mourir. Hein. Donc, c'est pour cela qu'il faut envelopper ces bactéries dans une capsule qui contient une enveloppe gastro-résistante afin qu'elles arrivent tant bien que mal au niveau du côlon. Et c'est à niveau de ce côlon que la gélule va relarguer son contenu et va pouvoir donc et les bactéries qui en sortiront vont pouvoir donc s'accrocher à la paroi intestinale. Alors, il y a une précaution tout de même. Et bon, ça c'est vraiment issu de mon travail de 2 ans sur le microbiome intestinal. C'est que certaines personnes ont déjà l'intestin enflammé. C'est-à-dire que si la gélule arrive au niveau du côlon et effectivement relargue son contenu, relargue les probiotiques, c'est-à-dire les souches de bactéries bénéfiques, si elles arrivent dans un environnement qui est enflammé, donc qui n'est pas propice à leur croissance, elles vont mourir. D'accord. Elles vont mourir. Enflammées, est-ce que ce sont les personnes qui souffrent de maladies cœliaques forcément ou non, pas forcément. Pas forcément, d'accord. Mais des personnes qui ressentent des troubles au niveau digestif, elles peuvent avoir simplement l'intestin enflammé. Voilà, c'est ça. Voilà. Après ça, il y a des symptômes après. Il y a des symptômes, on pourra en parler. Mais juste pour terminer avec mon explication. Et c'est pour ça que, je reviens aux probiotiques. C'est pour ça qu'il est important d'y associer des prébiotiques, c'est-à-dire leur nourriture. Donc, imaginez donc la gélule qui arrive au niveau de votre côlon
et qui relarguent non seulement les bactéries bénéfiques, mais également leur nourriture. Ce qui fait que vous multipliez les chances de ces bactéries de survivre dans un environnement qui serait défavorisé, qui serait enflammé. Donc, si elles arrivent, donc si elles arrivent sur place et qu'elles trouvent d'ores et déjà leur nourriture, elles vont pouvoir s'alimenter, elles vont pouvoir trouver une place accrochée, se multiplier et justement guérir aussi l'intestin enflammé, parce que elles vont jouer aussi ce rôle-là, parce qu'elles vont produire les fameux métabolites, elles vont produire ces fameuses molécules santé dont on a parlé au début, qui vont justement nourrir la paroi intestinale et guérir la paroi intestinale lorsqu'elle est enflammée. Donc, voilà. Encore une bonne nouvelle, alors. Voilà, c'est ça. Bon, alors du coup, on a appris plein de choses, dis donc. Merci Suzy. On n'a pas fini parce que maintenant, on va passer aux questions-réponses. Il y a des questions qui sont ici, qui ont été posées sur Facebook. Si tu es d'accord, si tu as quelque chose à ajouter, bien sûr, n'hésite pas. Alors, première question que je vois d'Olivia. Alors, bonjour. Chez les enfants qui ont souvent des troubles digestifs comme des gastro-entérites, comment rééquilibrer leur système digestif? Alors, avant tout, je voudrais dire, bien sûr, notre présentation aujourd'hui, c'est à titre informatif. C'est pour vous donner des informations pour votre santé. On n'est pas médecin, on n'est pas là pour diagnostiquer. Donc, on va répondre du mieux qu'on peut, mais n'oubliez pas que si vous avez des maladies, des troubles, il faut bien sûr voir votre médecin avant tout. Donc, c'est vraiment à titre informatif qu'on va pouvoir vous donner quelques pistes pour les probiotiques et la flore intestinale, n'est-ce pas? Donc, je répète la question. Chez les enfants qui ont des troubles digestifs comme des gastro-entérites, comment rééquilibrer leur système digestif? On a un peu répondu à cette question, puisqu'on a expliqué qu'il fallait avoir, pour un système digestif en bonne santé, une des clés, c'est d'avoir une flore intestinale qui soit en bonne santé. Donc, il va falloir faire attention au niveau de l'alimentation, qu'elle soit équilibrée, qu'il n'y ait pas d'excès dans des acides gras trans, des protéines, des fois, quelquefois en excès, qu'il n'y ait pas d'excès de sucre surtout. Donc, déjà, tout ça, ça va permettre de jouer sur l'alimentation. Et puis, on pourra aussi apporter des légumes, bien sûr, même si les enfants n'aiment pas ça, mais il faut trouver des petites astuces pour leur mettre des légumes, leur faire des petites soupes, des potages, leur faire des petites choses mélangées avec des choses qu'ils aiment. Souvent, les quiches, les enfants, ils aiment bien ça. Donc, voilà, il faut être inventif pour leur faire manger des légumes et qu'ils puissent récupérer ces fameuses fibres dont on veut. Et puis, bien sûr, après, il y a aussi les probiotiques qui sont à destination des enfants, donc on peut leur faire des petites cures comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, donc demandez conseil à votre pharmacien, vous allez avoir plein d'infos. Donc voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Non, mais là, si l'enfant a des troubles digestifs, il faut lui donner des probiotiques, de toutes les manières. Il faut lui donner des probiotiques. Il n'y a pas, il y a pas à réfléchir. Mais il y a les probiotiques enfants, il n'y a aucun problème. Mais il faut trouver la cause quand même, parce qu'il y a forcément des causes. Bien sûr. Les causes, c'est certainement l'alimentation. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ce qu'il mange. Est-ce qu'il boit du lait de vache ou pas? Est-ce qu'il mange trop de pain, donc de gluten? Ça aussi, ça agit négativement sur la flore intestinale. Oui, on n'a pas parlé du gluten. Oui. Donc, l'enfant a jusqu'à 3 ans pour constituer sa flore intestinale. Et pendant ces 3 ans-là, c'est vraiment une fenêtre qui est très réduite, parce que c'est durant ces 3 ans que votre enfant va constituer son capital santé grâce aux bactéries qu'ils auront apprivoisées. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le système immunitaire de l'enfant, pendant 3 ans, va être éduqué. L'enfant va éduquer son système immunitaire en fonction de toutes les bactéries, que l'enfant aurait pu être en contact. Donc, c'est pour ça qu'il faut être précautionneux sur l'hygiène, mais pas tant que ça. Parce que l'enfant a besoin de mettre en contact avec son système immunitaire le maximum de bactéries, parce que c'est comme ça qu'il va éduquer son système immunitaire, et son système immunitaire va faire la différence. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, toi, t'es pathogène, toi, t'es pas pathogène. Et c'est comme ça qu'un système immunitaire peut réagir
de manière rapide à une invasion bactérienne ou virale parce qu'il va se rappeler que, eh bien non, mais cette bactérie-là, je ne la connais pas, c'est une pathogène, donc je vais envoyer donc la cavalerie pour la détruire. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que bien ces 3 premières années sont primordiales et qu'il faut vraiment faire en sorte de nourrir votre enfant au maximum avec le sein. Si vous allaitez, il ne faut pas se décourager, il faut allaiter avec le lait maternel. C'est le meilleur aliment pour l'enfant parce que non seulement ça coûte pas, c'est pas cher, d'une part, mais d'autre part, c'est le meilleur aliment pour les bactéries intestinales de vos enfants. Donc, si votre enfant souffre effectivement de troubles digestifs, les probiotiques pour enfants fonctionnent très bien, mais essayez donc de diminuer tout ce qui est apport de produits laitiers, donc surtout de lait, sachant que le calcium, on le retrouve en majorité dans un bout de fromage, à pâte dure, pas forcément de faire votre enfant boire du lait le matin. Si c'est pour le calcium, si c'est le calcium que vous recherchez, pas la peine de lui donner le lait, mais peut-être un bout de fromage. Il peut trouver le calcium dans un bout de fromage. C'est suffisant. Et remplacer le lait par autre chose le matin. Et diminuer un peu sur la consommation de pain et de pâtes de semoule. Parce que là aussi, c'est un travail de marteau-piqueur que le gluten fait au niveau de nos intestins. Et c'est vraiment bien imagé parce que c'est vraiment ce qui se passe. Le gluten va faire des petits trous au niveau de la paroi intestinale. Donc, s'il y a des petits trous au niveau de la paroi intestinale, ceux qui devaient être excrétés risquent de repartir à l'intérieur de votre corps, alors que c'était déjà prévu pour être excrété, quoi. Donc, et c'est ça le danger. Et c'est un travail qui se fait de manière très silencieuse dès le plus jeune âge. Voilà. Tout à fait. Alors voilà, là la réponse, elle était vraiment complète. J'espère qu'Olivia a bien noté. Je vais continuer sur la question suivante. Comment faire les légumes lactofermentés? Est-ce que c'est avec du vinaigre? Alors, les légumes lactofermentés, pour les faire, on prend des légumes, de préférence des légumes de son jardin, du concombre, de la carotte, de la betterave, tout ce qu'on a. Et puis, on va les mélanger avec du sel. Il faut qu'il y ait du sel pour éviter justement qu'il y ait des mauvaises bactéries qui se développent. On va mettre de l'eau à hauteur. Et puis, on peut mettre un petit peu de vinaigre de cidre, mais ce n'est pas nécessaire en fait. Donc, pas de vinaigre blanc en tout cas, c'est sûr. Et puis, on va laisser les bactéries qui sont naturellement là se développer. Donc, on va laisser à l'air libre. Il faut que les légumes soient bien submergés dans l'eau. Il ne faut absolument pas qu'ils soient à l'air parce que c'est un processus qui se fait en anaérobie, donc sans air. Les légumes sont bien submergés dans l'eau. On laisse faire la nature. On peut aussi utiliser un petit starter. Donc, ça aussi, on trouve ça en boutique diététique ou sur Internet. Des bactéries lyophilisées en sachet. Vous mettez dedans. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez exactement quel type de bactéries il y a. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, allez voir les tutos sur Internet pour faire vos légumes lacto-fermentés. C'est délicieux, vraiment. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, je te laisse rajouter quelque chose là-dessus si tu veux, pendant que je lis le reste des questions. Non, mais c'est ça. Moi, je mets du vinaigre, parce que je mets du vinaigre et du sel. Mais après, il y a plusieurs recettes en fonction des légumes. Donc, c'est vrai que sur YouTube, on trouve différents types de recettes. Voilà. Moi, j'aime bien le faire avec le chou rouge, le chou blanc. Voilà, ce sont des aliments qui fermentent bien et qui donnent un goût assez agréable, quoi, après fermentation. Tout à fait. Et ça ressemble aussi aux pickles qu'ils font en Haïti, sauf que c'est un pickles fermenté, donc c'est encore mieux puisqu'il y a les probiotiques. Le pickles, donc chou et carottes. Il y a aussi le kimchi en Corée. Kimchi, donc c'est du chou chinois qui est très épicé et ça c'est vraiment délicieux. Quand vous allez au restaurant coréen, on vous donne les petits kimchi à côté, là c'est très très bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est à peu près ça. Oui, c'est facile à faire. Il faut juste se lancer. Voilà. Donc, question suivante. Est-ce que le régime vegan peut avoir un impact négatif sur le long terme pour la flore intestinale? Alors, Suzy, je te laisse répondre à ça. Oui, alors c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Alors, c'est vrai que
c'est vrai que le problème, en fait, avec le régime vegan, c'est l'excès de glucides. Parce qu'on a tendance, comme on mange pas du tout d'ailleurs, de protéines d'origine animale, c'est de privilégier les glucides. Voilà, c'est ça. Mais, alors, on risque de prendre un peu de poids. Voilà, on risque de prendre un peu de poids, effectivement, d'affaiblir un peu la flore intestinale. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça mériterait vraiment une discussion plus large, hein. Oui, voilà, on n'aura pas le temps Voilà. aujourd'hui, mais Mais c'est très intéressant. il faudrait quand même que le régime vegan soit bien fait, quoi. Qu'il y ait vraiment que tous les nutriments soient apportés. Voilà. Donc, au travers, bien sûr, que des légumes, quoi. Mais c'est quand même un régime qui est difficile à avoir, à mettre en place. Ouais, je suis d'accord Mais, avec toi sur ce sujet-là, ouais. mais Vraiment. sur le long terme, très très long terme, effectivement, les études en fait, si tu veux, les études en fait, au début du régime vegan, on voit une amélioration de la flore intestinale. Et ça, c'est extraordinaire, hein. Vraiment, hein. Moi, je dis que si vous pouvez faire 2 jours de vegan par semaine, c'est ce que je fais moi, c'est bien pour la flore intestinale. Donc, on a remarqué que pendant les premiers jours du régime vegan, la flore intestinale était nickel. On n'avait plus de pathogènes. Voilà, on avait la flore de putréfaction qui avait diminué. Enfin bon, ça a vraiment assaini le microbiote intestinal. Mais après, le microbiote intestinal a eu tendance à manquer d'énergie. À manquer d'énergie. Et on s'est rendu compte également que la consommation de glucides en excès pouvait favoriser justement une prise de poids. Mais ça, c'est vraiment sur du très, très long terme, hein. Quand je dis une prise de poids, mais c'est surtout ce qu'on appelle lorsqu'on a un petit ventre, quoi, en fait. Oui, d'accord. Oui, je vois Ça très bien. favorisait la prise de graisse au niveau de l'abdomen. Voilà. Voilà, la graisse abdominale, la graisse dont on veut se débarrasser malheureusement et qui est liée au syndrome métabolique, à l'apparition de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, beaucoup de risques pour la santé. Et alors, par rapport à cette question aussi, sur l'impact négatif que pourrait avoir sur le long terme le régime vegan sur la flore intestinale, il y a aussi le fait que si vous êtes vegan et que en plus, si vous faites du sport, vous devez vous nourrir beaucoup pour pouvoir arriver à vos besoins journaliers. Et c'est que dans les légumes, le végétal, là où il y a beaucoup de fibres. Donc, le risque, c'est d'avoir un excès de fibres. C'est bien de manger des fibres tous les jours, c'est important, mais on peut aussi faire un excès. Pareil pour tous les nutriments finalement. Il faut la quantité optimale. Il ne faut pas avoir une quantité qui soit un excès. Donc, l'excès de fibres va finalement pouvoir impacter négativement la flore intestinale. Et puis, tout simplement, ça se remarque avec des soucis au niveau de la digestion, des gaz, des soucis de ballonnement, des douleurs, etc. Ce sont les plaintes souvent que les personnes véganes ont. Les personnes véganes sur le long terme, donc 3 ans, 4 ans, malheureusement, c'est plus souvent que rarement ceux qui arrivent avec l'excès de fibres. Les pois chiches, les lentilles, toutes les légumineuses, c'est vraiment plein de fibres. Voilà. Oui, mais un exemple très simple qui me vient à l'esprit là, c'est le fait de ne pas manger des œufs, par exemple. Parce que dans les œufs, on a ce qu'on appelle la choline, que les bactéries intestinales utilisent, quoi. Donc, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. De choses dont on pourrait manquer, oui. Voilà, bon, très intéressant. Bon, on passe dessus parce que sinon, on va en parler pendant des heures. Question suivante. Alors, où est-ce que j'en suis? Lorsqu'on a du Candida albicans en trop, est-ce que ça crée un déséquilibre? Alors oui, le Candida albicans, donc c'est une variété de levure qui cause des mycoses intestinales. Ça peut causer des mycoses vaginales, des mycoses aussi au niveau de la peau, au niveau de la bouche, etc. Donc le Candida albicans, il apparaît souvent, de l'avis de beaucoup d'experts, quand on a une alimentation beaucoup trop riche en sucre. Et donc, ce qui se passe, c'est que la flore intestinale qui aime bien les sucres, donc c'est la flore de fermentation,
as parlé tout à l'heure de la flore de putréfaction, il y a aussi la flore de fermentation. Et donc, ces bactéries-là commencent à être bien trop à l'aise. Hein. Et les levures aussi, qui aiment beaucoup les sucres, hein, le Candida albicans, les levures, tout ça, ils aiment beaucoup les sucres. Donc, ils risquent aussi d'être en surnombre. Et là, on a un déséquilibre, effectivement. Donc, bien sûr, c'est lié. Et trop de Candida albicans dans votre microbiote, eh bien, c'est pas bon du tout. Vous avez plein de symptômes négatifs qui sont vraiment très invalidants, qui pourrissent la vie. La mycose intestinale, la mycose généralisée, c'est vraiment pas rigolo comme trouble. Hein. Est-ce que tu peux donner une petite complément là-dessus, Suzy? Bon, c'est vrai que c'est très difficile de se débarrasser du candida. Ça, je l'ai vu sur quelques patientes que j'ai eu l'occasion de suivre. Vraiment, hein, c'est très dur. On a dû faire des traitements, vraiment des traitements très, très profonds pour pouvoir se débarrasser de cette levure. Mais il faut savoir une chose, c'est que il y a un symptôme qui se manifeste lorsque vous commencez à être infecté, c'est-à-dire lorsqu'elle commence à se multiplier de manière anormale, c'est que vous avez des envies de sucre incontrôlées. Alors, des fois, on a envie de grignoter. Bon, ça c'est normal parce que bon, on s'ennuie ou bien on regarde la télé, un bon film, ok. Mais à partir du moment où vous sentez une envie irrésistible de manger du sucre, que vous cherchez du sucre quelque part, c'est que là, les Candida albicans commencent à se multiplier un petit peu trop. Donc là, vous devez agir et commencer à vraiment faire un traitement pour pouvoir les détruire parce que lorsqu'elles sont trop nombreuses, c'est super dur c'est trop difficile de les supprimer. Mais cela dit, bon, c'est possible, hein. C'est possible. On va commencer avec des huiles essentielles pour assainir un peu la flore de la bouche. Lorsqu'on assainit la flore de la bouche, eh bien, on assainit également la flore intestinale. Donc, on peut commencer par exemple par l'huile essentielle de menthe poivrée, tout simplement, une petite goutte que vous mettez en fait sur. C'est bon. Que vous mettez oui, c'est très bon. Que vous mettez en fait sur au niveau de la main, du dos de la main, et que vous venez prendre en fait avec la langue, mais vraiment le creux de la langue. Hein. Il faut pas que ça touche vos lèvres ni le bout de votre langue puisque ça va vous brûler. Et voilà, donc une petite goutte sur le dos de la main et vous venez la prendre avec la langue, mais vraiment tout au fond, le plus que possible. Et donc ça va assainir votre bouche et ça va aussi assainir la flore intestinale. Donc on peut commencer comme ça. Mais de toutes les manières, il va falloir passer par un traitement pour vraiment les éradiquer. Et ensuite, on va pouvoir donc restaurer la flore intestinale avec des probiotiques. Ouais, c'est vachement important ce que tu dis. Dès qu'on a un trouble comme ça au niveau intestinal ou au niveau du corps, d'abord, si c'est dû à des parasites, des levures, des bactéries, il faut d'abord les tuer, les éradiquer avant de commencer à réensemencer. Ça ne sert à rien de venir prendre des probiotiques s'il y a toujours ces bactéries, ces micro-organismes pathogènes qui sont en surnombre. Hein. Donc, il y a des étapes. Oui, voilà. Non, c'est vraiment important. C'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, lorsque je commence la restauration du microbe intestinal, avec ceux que je suis, eh bien, on commence toujours par une phase de détoxification. Voilà, il y a 2 semaines de détox. Et non seulement on utilise tout ce qui est jus vert, mais on va utiliser des plantes, on va utiliser des huiles essentielles pour vraiment détoxifier le corps, tout ce qui est toxines, toxiques, bactéries pathogènes, parasites. Et voilà, vous pouvez aussi faire profiter là du confinement pour faire une petite infusion de alors le nom m'échappe là, désolé. Semaine contrat. Ah, nos fameuses plantes Rimedragées, semaine contrat, oui. Ben oui. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez faire donc pas beaucoup, donc juste 5 feuilles dans une tasse. Vous faites une infusion, c'est-à-dire que vous allez verser de l'eau bouillante sur les feuilles. Vous allez laisser infuser 5 minutes ou du moins 20 minutes, le temps que ça refroidisse. Voilà. Et vous pouvez faire ça pendant 3 jours consécutifs. Ouais.
Moi, Donc, j'aime bien le. une tasse par jour pendant 3 jours consécutifs. Super. Donc, j'espère que vous avez bien noté semaine contrat, semaine contrat en créole, en infusion. Moi, j'aime bien le vepellet, c'est le Nîmes aussi, qui pousse bien ici. Moi, j'en ai qui est derrière chez moi et j'aime bien aussi cette plante-là pour avoir son côté antiparasitaire. Il a vraiment antifongique, antibactérien, c'est vraiment top. C'est très amer, mais ça marche très, très bien aussi. Le semaine contrat, je connais un peu moins. C'est amer aussi, le semaine contrat? Ah, c'est pas amer, mais ça a un goût très particulier. Hein. Rien que d'y penser, je retrouve le goût en fait. Hein, parce que c'est un Ah, goût, d'accord. oui, c'est un goût que je connais très bien puisque étant petite, mes parents ont toujours toujours donné des tisanes avant la rentrée scolaire, hein, de semaine contrat. La Donc purge. La ouais, fameuse voilà, c'est ça. purge. Mais Donc oui. voilà, donc l'odeur me revient là. C'est inoubliable, inoubliable. Voilà. D'accord. Mais cela dit, il faut faire attention au Nîmes, hein, parce que le Nîmes est assez toxique. Hein. Donc, Ben oui, c'est moi, toujours très, très voilà, fort. je préfère même le déconseiller par voie orale. Hein. Mhm. Efficace par voie cutanée, ok, si vous avez un eczéma, une dermatite, ok. Comme l'huile de Nîmes. Mais voilà, l'huile de Nîmes, c'est bien si vous avez une dermatite, un eczéma, peu importe. Mais l'ingérer, pour moi, c'est trop dangereux. Ça peut D'accord. être trop dangereux. Voilà, donc voilà. Le semaine contrat, c'est une plante vous pouvez utiliser, mais respectez le dosage que je vous ai donné et surtout 3 jours consécutifs, c'est suffisant. Voilà, pour faire une petite Toujours cure. respecter le dosage. Oui. Et toujours, bien Voilà. sûr, vous consultez d'abord. C'est pas comme ça que vous Mm. allez faire ça n'importe comment. Vous consultez un professionnel de la santé, Suzy ou moi-même, ou voilà, quelqu'un qui s'occupe de vous et qui est formé en phyto et en aromathérapie, bien sûr, et en nutrition, parce que tout ça, Mais oui, ça mais va. et puis c'est le moment, on est en confinement, donc c'est le moment de se documenter, de lire et d'apprendre à reconnaître aussi hein, notre flore, puisqu'elle est Exactement. merveilleuse. Et puis Exactement. aussi, voilà, essayer de, de s'émerveiller un peu devant la beauté de cette nature, hein, puisque je veux dire, c'est extraordinaire hein, de voir comment elle pousse, comment les fleurs sont jolies, voilà, de voir que bien, quand on plante, eh bien, on reçoit. Voilà, on Tout cultive. à Hein. fait. Voilà, on Tout plante à des fait. tomates et bien quelques temps après, on récolte une tomate. Donc c'est aussi élever nos enfants dans cette façon de vivre, hein, tout en étant proche de la nature. C'est trouver vraiment ce style de vie, cette philosophie de vie. Moi, j'incite beaucoup la population à aller vers ça, aller vers la nature, aller vers mais cette vibration que nous donne la nature, puisque ça change tout. Ah, c'est magnifique ce que tu dis, Suzy. Mhm. Vraiment, j'espère que ça va toucher nos spectateurs parce que c'est vraiment important. C'est important de le dire et tu l'as très joliment dit. Mhm. Alors, notre live va toucher à sa fin. Là. Il y a encore quelques questions. Est-ce que tu as un peu de temps pour qu'on continue à y répondre, Suzy? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a peut-être 4 ou 5 questions là quand même. Hein. Ok, je vais essayer d'écouter les réponses. Voilà, on va essayer de faire ça. Alors, je disais, bonne question. Hein. Alors, est-ce que l'ultra-levure suffit après une prise d'antibiotiques et quels probiotiques pouvons-nous absorber? Nous trouverons ces 15 souches. Très bonne question. Suzy. Ouais. Effectivement, l'ultra-levure va permettre de limiter la diarrhée. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que lorsque vous prenez les antibiotiques et que ça vous a donné vraiment beaucoup de diarrhée, eh bien, l'ultra-levure va vous aider à rétablir bien, le transit. Ça, c'est vrai. Cela dit, ça ne va pas permettre de restaurer sa flore intestinale. Ça Donc, suffit pas. voilà, ça suffit pas. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de probiotiques et j'ai aussi parlé de symbiotiques. Hein. Rappelez-vous, hein, symbiotique, c'est dans une gélule, on a les souches bactériennes bénéfiques plus leur nourriture. Ça, c'est un symbiotique, la symbiose, tout simplement. Donc, effectivement, moi, je vous invite à aller sur mon site internet qui s'appelle eubiose.com. Donc, c'est EUBYOSE.
ebios.com. Et là, en fait, c'est le nom de mon laboratoire qui s'appelle Ebios. Et c'est ce laboratoire-là donc, qui a créé un symbiotique qui s'appelle Active Flore Plus. Donc, c'est un symbiotique qui effectivement détient 15 souches probiotiques, 2 fibres pour pouvoir nourrir ces bactéries et aussi des vitamines, donc la vitamine D3 et la vitamine B2 qui vont aussi permettre à ces bactéries de croître plus facilement. D'accord, donc c'est tout un ensemble en fait, hein, c'est pas juste des probiotiques, c'est tout un ensemble qu'il y a dans ce produit, ce complément alimentaire qui s'appelle Ebios. On va mettre le lien tout à l'heure, je vais mettre le lien sur la vidéo pour que vous puissiez vous renseigner là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver en fait le Ebios, à part sur ton site ou est-ce en Guadeloupe ou en France? Oui, dans les pharmacies, on va trouver dans les pharmacies. Donc, sur le site ebios.com, vous allez juste voir en fait la liste des pharmacies. Vous allez repérer sur la carte le lieu de votre résidence et voir la pharmacie la plus proche. Ah, c'est super, super. Donc, vous avez bien noté Ebios. Je vais remettre tout ça après et vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, prochaine question. Alors, je suis une cure d'antibiotiques actuellement sur plusieurs mois. Dois-je prendre en parallèle des probiotiques? Et si oui, sous quelle forme idéalement? On a déjà répondu, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est vrai que la question est justifiée parce qu'elle se demande, si je prends des antibiotiques qui détruisent les bactéries, est-ce que je dois prendre des probiotiques qui vont être détruits également? Voilà. C'est ça. Donc, je comprends, mais moi, je dis que oui, quand même, parce que les effets vont être là, même si une partie des bactéries vont être détruites. Mais c'est pas bien grave, puisque comme la gélule elle est gastro-résistante, donc inévitablement une partie des bactéries bénéfiques vont arriver au niveau du côlon et vont permettre justement de réensemencer et d'empêcher la destruction totale de la flore intestinale. Donc il faudra qu'elle continue après son traitement probiotique, mais elle peut déjà commencer à en prendre, oui. D'accord, donc ça va permettre en fait finalement de limiter les dégâts, si on peut dire ça comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'un traitement, un traitement antibiotique, oui, détruit la flore intestinale. Sur plusieurs mois, oui, c'est assez long. Oui, ça détruit. Donc en fait, il lui faudra 6 mois pour retrouver sa flore intestinale. Donc si elle le booste avec un symbiotique, eh bien, elle peut retrouver sa flore intestinale entre 3 et 4 mois. Ouais. Super, d'accord. Alors, on continue. Est-ce que le déséquilibre hormonal ovaire polycystique est un signe d'inflammation? Alors, la question, elle est un petit peu hors sujet, mais bon, la réponse, oui, il y a beaucoup d'inflammations qui entrent en jeu dans le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a aussi la résistance à l'insuline qui est vraiment présente dans la plupart des femmes qui souffrent de syndrome des ovaires polykystiques. Et qui dit résistance à l'insuline dit qu'à un moment donné, il y a une alimentation trop riche en sucre peut-être. Il y a des paramètres génétiques, il y a plein de paramètres à prendre en jeu. Mais l'inflammation est bien là, l'inflammation. Oui, en fait, il faudrait, et là, dans son cas, il faut revoir toute l'alimentation. Mais oui. De A à Z. Toute l'alimentation de A à Z. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire un lifting de son placard, un lifting de son frigo et revoir tout de A à Z. On balance tout, on recommence. Voilà, et ça fonctionne, Ça fonctionne, Et c'est intéressant parce que les déséquilibres hormonaux, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je me spécialise depuis quelques années. Et ce sera le sujet d'un autre live. Donc voilà, là, on parlait de la flore intestinale, mais si vous êtes intéressé par tout ce qui est déséquilibre hormonal qui nous touche, nous les femmes. Oui, c'est un sujet très important, oui, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Pour pouvoir éviter de déséquilibrer son système endocrinien, oui. Voilà. Alors, Élodie demande par rapport aux allergies diverses, cela serait intéressant de faire une cure de probiotiques. Alors, est-ce que ce serait intéressant de faire une cure de probiotiques par rapport aux allergies? On n'a pas parlé d'allergies, effectivement. Oui, intéressant. Suzy, vas-y, réponds. Oui, absolument. Voilà, elle a bien compris que c'est le système immunitaire qui intervenait également dans l'allergie.
Donc, effectivement, si elle fait une cure de probiotiques, elle verra qu'elle sera moins sujette aux allergies. Alors, je ne sais pas si elle a précisé allergie alimentaire, allergie respiratoire. Elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé. Ouais. Peut-être peut-être par rapport à l'asthme hein, oui. aussi. Oui, mais de toutes les manières, c'est vrai que le sujet du microbiote intestinal est tellement vaste et large hein, qu'on n'a pas dit que les études récentes sur le sujet ont montré qu'un déséquilibre de la flore intestinale était également lié à un risque supérieur de développer le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'asthme aussi, les allergies respiratoires, les allergies alimentaires. Donc tout ça est lié en fait. Tout est lié. Donc, d'où l'importance de vraiment prendre soin dès aujourd'hui de votre flore intestinale, de votre microbiote. C'est vraiment, on ne le dira jamais assez. Alors, question suivante. Est-ce que les tubercules type manioc, igname, etc. constituent toujours des amidons modifiés une fois transformés? Exemple, couac à tiéké. Alors, c'est une question vraiment intéressante. Le couac et la tiéké, donc c'est de la semoule de manioc. Le couac, ça nous vient de la Guyane, donc le manioc est fermenté, ensuite voilà, séché, cuit bien sûr, séché et réduit en petits grains de semoule. Les grains sont plutôt ronds. Et la tiéké, donc c'est plutôt Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup la tiéké. Le manioc est fermenté aussi, un peu plus longtemps, c'est un petit goût un peu plus acidulé en fait, et on le trouve sous forme de grains granulés séchés aussi. Ça ressemble à du couscous, hein, donc c'est vraiment un très bon remplacement pour le couscous. Vous le trouvez au rayon cuisine du monde au supermarché, ou alors si vous allez au magasin bio. Voilà, vous regardez là où il y a tous les produits américains, africains, asiatiques, indiens, chinois. Donc, dans ce rayon-là, vous allez trouver de la tiéké, j'espère. Hein, bon, c'est pas dans tous les supermarchés, mais c'est vraiment très très bon. Donc, alternative sans gluten au couscous. Et très facile à préparer. Pareil, vous prenez de l'eau chaude, vous mettez dans les grains, ça regonfle et voilà, c'est prêt à consommer. Donc la question, c'est est-ce que ce genre d'amidon modifié possède des amidons résistants en fait hein. Voilà. Ça me fait penser à ton produit, le yucca, c'est ça? Comment tu l'appelles? Oui, les granulés de yucca. Oui. Voilà, donc justement. Oui. Effectivement. Non, mais c'est une très bonne question. Et oui, c'est vrai que ce genre de produit, tout comme la farine de manioc, contient beaucoup d'amidons résistants. Voilà. Parce qu'il y a eu cuisson, puis refroidissement. Donc c'est ce oui. Voilà. Ouais, mais en fait, il y a eu cuisson, mais il y a aussi surtout séchage, quoi. Il y a eu séchage et refroidissement, bien sûr. Mais en fait, tous les procédés, là, toutes les unités de transformation ont permis vraiment la formation d'amidons résistants, mais de qualité. Hein. Donc, c'est pour ça que intégrer du manioc sous forme de farine dans son alimentation, c'est idéal. Parce que, bon, ça me permet de rebondir sur une chose. Désolée, c'est plus fort que moi. Mais vous pouvez faire les gâteaux avec de la farine de manioc. Mais voilà. Oui, c'est possible. On peut faire tellement de choses. On peut faire des gaufres, on peut faire des crêpes, on peut faire, et je dis des gâteaux, des galettes, du pain aussi avec la farine de manioc. Donc, il est temps, moi je pense, d'éliminer un peu la farine de blé, qui est trop riche en gluten, hein, et de privilégier en fait nos farines à nous. Bon, je sais que ça revient peut-être un peu cher, hein, puisque quand on voit le prix du blé, la farine de blé par rapport au prix de la farine de manioc, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais cela dit, c'est un bien-être que vous allez obtenir dans votre vie de tous les jours, et vous allez le voir, votre bien-être progresser un peu chaque jour, quoi. Donc, et ça, c'est inestimable. Ouais. Oui, je trouve que par rapport au prix, on en consomme moins, puisqu'il y a tellement de fibres dedans et ça nous fait tellement de bien que finalement, on s'équilibre naturellement, on en consomme moins. Donc, niveau prix, je trouve qu'on retombe finalement sur nos pieds. Et puis, comme les farines de manioc, tous ces produits-là absorbent énormément d'eau, quand vous faites un gâteau à base de ce genre de farine, vous allez en mettre moins. Vous allez en mettre moins dans votre recette. Oui. Donc,
pas attention au prix, tout ça, parce que vraiment, déjà pour les bienfaits sur la santé, sur les bienfaits sur l'économie locale, hein, déjà, parce que les producteurs, je fais un petit coucou à Rudy Grégo qui fait une excellente farine de manioc également. Toi aussi qui a présenté ses produits, ces granulés de yucca. Et j'ai eu l'occasion de goûter, tu avais fait avec un pesto dedans là et du fromage, c'était vraiment excellent. Donc, on fait des choses. Il y a des personnes dans le tissu local, dans des producteurs qui font des choses qui sont non seulement excellentes pour la santé, excellentes pour l'environnement, c'est bon pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je continue. Les bactéries de la maman à l'accouchement ont-elles une importance? Certaines études parlent des bactéries de la sphère intime féminine comme un patrimoine essentiel pour bébé. Qu'en pensez-vous? Tu en as parlé tout à l'heure. Hein? Alors, est-ce que tu peux développer là-dessus? Oui. Alors, lorsqu'un enfant naît par voie basse, il va non seulement récupérer la flore intestinale du vagin de la maman, mais va également s'imprégner bien des bactéries de l'environnement, de la peau ou également de sa maman. Donc, en fait, l'enfant va baigner dans un environnement qui est chargé en bactéries, surtout, mais seulement si il naît par voie basse. Par voie basse, voilà. Donc pas par césarienne, hein, malheureusement. Voilà. Bon, après ça, il y a d'autres astuces qu'on fait dans d'autres pays pour récupérer la flore intestinale du vagin. Et ça marche très bien. Donc, une fois que l'enfant naît, progressivement, sa flore intestinale va évoluer vers la flore intestinale de sa maman. C'est incroyable, hein? Parce que au moment de l'accouchement, il y aura certes la flore intestinale du vagin de la maman, mais également la flore, je dis la flore vaginale de la maman, mais il y aura aussi un peu de la flore intestinale, de ses intestins. Voilà, donc de la maman. Un peu de la flore de sa peau, un peu des bactéries de l'environnement, et l'enfant va évoluer avec ces bactéries jusqu'à l'âge bien de 6 mois, puisque pendant ces 6 mois, bien, ça va évoluer. L'enfant va se rapprocher un peu plus de la composition de la flore intestinale de sa maman. Alors, je ne sais pas si j'ai... Ah oui, non, tu as très bien répondu. J'étais en train de lire les questions en même temps. D'accord. Okay. Voilà, alors j'espère que vous avez bien noté. Non seulement tu as parlé en plus du fait d'accouchement par voie basse, de récupérer des bactéries de la maman. Donc ça veut dire que la maman, il faut qu'elle aussi, elle fasse attention avant et pendant sa grossesse, avant de faire son bébé, d'avoir elle-même une flore intestinale en bonne santé. Hein. C'est vraiment important. Hein. Ah, mais c'est primordial. Hein. C'est primordial puisque il faut bien comprendre que c'est un capital santé que vous allez donner à votre enfant, quoi. Et ça, c'est inestimable. Donc, si vous voulez avoir un enfant, ça se prépare, 6 mois avant. Eh oui, ça se prépare. Voilà, ben je suis arrivée, on est arrivé au bout des questions et c'est parfait parce que il est 5 heures, donc on va quand même terminer le live. C'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça utile aussi. Merci Suzy et merci à tous ceux qui ont participé. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que maintenant, vous avez des astuces, vous avez des informations. N'oubliez pas que quand vous voulez faire une réforme alimentaire, que vous voulez prendre soin de votre santé, restaurer votre flore intestinale, rééquilibrer vos hormones, etc., c'est toujours, pour moi, c'est primordial de vous faire accompagner. Parce que vous avez des personnes qui sont formées, qui passent leur temps à lire les études, n'est-ce pas Suzy, à regarder ce qui se fait dans le monde scientifique, à converser avec les professionnels de santé, les médecins, etc. Et surtout, on va parler des médecins qui ont une approche intégrative de la santé, donc qui prennent en compte non seulement, bien sûr, les résultats de la recherche moderne, les médicaments, voilà, c'est pas complètement mauvais, mais il faut aussi ne pas oublier qu'on est des êtres globaux, donc il faut prendre en compte non seulement l'alimentation, mais en plus le bien-être mental, donc prendre soin de gérer son stress, etc., l'activité physique, et puis utiliser les plantes. On a de nombreuses plantes dans notre flore locale qui vont nous permettre de retrouver cet équilibre.
Donc, de travailler avec des personnes qui s'intéressent à tous ces aspects de la santé, ça va vraiment vous donner un coup de boost pour arriver à des résultats positifs. Donc, pour terminer, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez retrouver Suzy. Hein. Donc, Suzy, elle a une page qui s'appelle Docteur Zozio la santé par l'alimentation, c'est bien ça? C'est Docteur Suzy Zozio. Docteur Suzy Zozio, Voilà. la santé par l'alimentation. Voilà, Donc, ça. allez sur sa page Facebook. Il y a aussi la page de Chrysalide, hein, puisqu'on n'a pas parlé de Chrysalide, mais tu as ce magazine qui est vraiment excellent avec énormément d'experts en santé holistique qui donnent des informations. Il y a des articles, il y a des recettes aussi. Donc, ça, c'est vraiment top. Le magazine Chrysalide que vous pouvez retrouver en Guadeloupe et aussi en ligne, j'imagine. Oui, sur Chrysalide, voilà. Et oui? En fait, il y a le site internet même, chrysalide.online. Voilà, donc là, vous allez retrouver les magazines et aussi, enfin, il y a pas mal de recettes. Il y a des guides sur chrysalide.online. Ouais. D'accord. Donc, vous voyez, vous avez plein de liens. Vous allez regarder ça là. Donc, allez liker la page du docteur Zozio et la page de Chrysalide également. Il y a même des vidéos, j'ai vu. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Donc, ne ratez ça pour rien au monde. Je vous invite aussi donc à continuer à suivre mes actualités sur mon Facebook et sur mon Instagram. Dès que je referai un live, c'était vraiment un plaisir de faire le live avec toi, Suzy. Donc, quand tu veux, on recommence. Et puis, voilà, il y a plein de sujets que je voudrais aborder. Donc, tenez-vous au courant. Appuyez sur la petite touche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez être sûr de ne rien rater. Parce que si vous ne mettez pas les notifications, Facebook ne va pas vous dire forcément quand il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc voilà, je te laisse le mot de la fin, Suzy. Eh bien, ça a été pour moi aussi un très grand plaisir. Hein. Donc, c'est vrai que tu leur donneras peut-être le lien ebios.com s'ils veulent avoir plus d'informations sur le microbiote en général, puisque j'ai pas mal d'informations, d'articles dessus. Et aussi avoir plus d'informations sur le produit en question, le complément alimentaire en question. Parce que, juste pour finir, hein, vous savez que la recherche évolue. Et aujourd'hui, maintenant, on commence à se demander si le fameux virus, là, le Covid-19, enfin bon, la maladie s'appelle Covid-19, hein, mais le virus s'appelle SARS-CoV-2. Voilà. Si ce virus ne rentrerait pas ne rentrerait pas de préférence au niveau de l'intestin. Donc là, les chercheurs sont en train d'étudier cette hypothèse parce que vraisemblablement, le virus rentrerait au niveau de l'intestin. Ah ouais. Donc là, on va en parler davantage. Hein. On va en parler davantage. Là, je suis en train de lire quelques publis dessus. Et jusqu'à présent, les médecins ne comprenaient pas trop bien l'importance de la flore intestinale et du microbiote intestinal. Mais aujourd'hui, si le monde scientifique, la communauté scientifique se penche dessus et se dit, mais si tout commençait par là, si le virus effectivement rentrait plus facilement au niveau de l'intestin, c'est que ça voudrait dire que nous devrions donc renforcer notre flore intestinale. Donc voilà, donc ça me fait plaisir d'avoir lu ça parce que je me dis que là, on va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle la prévention santé, et là, on ne pourra plus y échapper parce que si on parle de microbiote intestinal, et ça vous l'avez compris, on parle d'aliments sains, on parle de fibres, de légumes colorés, on parle de tout ça. Donc ça voudrait dire revenir à une alimentation saine, vraie. Mais oui. Voilà. C'est ça. Donc, c'est comme un sorte de rappel, hein, cette crise sanitaire qu'on vit, c'est, voilà, prenez soin de vous, donnez à votre corps les outils pour qu'il puisse se défendre contre ces fameux micro-organismes. Donc, prenez soin de votre flore intestinale. Voilà. Bon, ben super, merci beaucoup. Les commentaires sont très positifs. On va les lire tout à l'heure et ce sera un plaisir de converser avec vous en privé. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, restez chez vous et prenez soin de vous. Et à bientôt sur les réseaux sociaux. Au revoir Suzy, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Voilà.